Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 1000%. Aujourd'hui, on va parler triathlon. On a la chance de recevoir une championne, hein. Ça va? Salut, oui, ça va super, merci et toi? Ben, un grand merci d'être venu dans notre podcast. On va justement parler triathlon aujourd'hui. On va parler du temps, comment progresser aussi et même jusqu'au haut niveau pour savoir un petit peu comment structurer son entraînement. On va avoir plein de conseils, que ce soit sur le matériel, l'entraînement, les transitions. Et pour tout ça, je suis bien sûr accompagné de Pierre. Ça va, Pierre, la forme? Ouais, salut, ça va nickel. Salut Julie, on Donc, est ravi de t'avoir ici. Salut Pierre, contente aussi de vous retrouver tous les deux. Ça va être un épisode vraiment intéressant, je pense, et j'ai hâte de donner plein de petits tips. ben ouais, Trop ça bien. va être trop bien. Et en plus, la chance qu'on a, c'est qu'on a, comme je disais en introduction, on a vraiment une championne. Tu as fait des performances qui sont incroyables cette année. Donc déjà, félicitations de la part de tous les deux. Les auditeurs, donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs Julie sur ses réseaux sociaux. Vous allez voir un petit peu. Il faut s'accrocher, je pense, pour suivre Julie. Je vais te laisser te présenter et dites-nous en commentaire déjà si vous faites du triathlon ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo et je laisse Julie se présenter tranquillement. Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Julie Yemolo, je suis triathlète professionnelle, j'ai 24 ans. Moi, j'ai commencé le triathlon il y a 10 ans maintenant et au début, c'était vraiment juste du loisir. En fait, j'ai découvert ça après avoir déjà fait de la compétition en natation et c'était un petit peu trop monotone. J'avais envie de voir autre chose et je suis tombée tout de suite amoureuse du triathlon. Et au début, c'était vraiment voilà que pour s'amuser. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu et j'ai eu des objectifs de plus en plus relevés, de plus en plus durs. Championnat de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, championnat du monde. Et ensuite, je suis passée sur longue distance parce que c'est ce qui m'a toujours vraiment le plus attirée. Et l'année dernière, j'ai fait mon premier full Ironman. Donc, j'ai terminé troisième de l'Embrunman. Et cette année, je viens de faire l'Ironman d'Hambourg au mois de juin, où j'ai terminé sixième en faisant la meilleure performance française sur la distance avec un chrono de 8h34. Et du coup, je me suis qualifiée pour le championnat du monde Ironman qui va avoir lieu à Nice au mois de septembre. Donc, c'est vraiment super pour une Française de pouvoir courir sur les championnats du monde à domicile en France. Et je suis également qualifiée sur les championnats du monde Ironman 73 qui vont avoir lieu à Topo. Je sais que ça, il y a pas mal de triathlètes qui connaissent et qui auraient bien aimé y aller aussi parce que c'est une compétition importante, mais c'est aussi des fois des beaux voyages. Donc, c'est vrai que si vous me suivez sur les réseaux, vous pouvez un peu suivre cet aspect-là aussi de voyage et de découvrir de nouveaux lieux d'entraînement ou de compétition. Et voilà, j'ai aussi été sélectionnée en équipe de France pour les championnats du monde longue distance qui vont avoir lieu en Australie le 25 août. Donc là, je me prépare pour 3 championnats du monde cette année, donc c'est un petit peu exceptionnel effectivement. C'est juste, je pense qu'il y aura tout public, il y aura vraiment des amateurs et aussi des gens qui seront un peu plus avertis. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui ne connaissent pas Ironman et les distances, mais on sait que c'est quelque chose d'incroyable, mais est-ce que tu peux rappeler un petit peu les distances sur l'Ironman et la différence aussi avec l'Amberman et aussi l'Ultraman, je pense, où là c'est un autre type aussi de triathlon. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu la différence entre les deux? Oui, bien sûr. Alors du coup, le triathlon, c'est apparu dans les années 80 et le tout premier triathlon qui a existé, c'était un Ironman. Donc c'était 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km de course à pied. Donc en fait, ça c'est le format originel qui ensuite a été décliné avec des formats un peu plus courts pour qu'il soit aussi plus accessible, qu'on puisse en faire aussi plus souvent, parce que c'est quand même assez difficile un Ironman et c'est pas accessible pour tout le monde. Donc il existe ensuite des formats plus courts, comme le format Ironman 70.3. Ça s'appelle 70.3 parce que c'est la distance totale de la course en miles. Quand on met bout à bout les distances natation, vélo et course à pied, ça fait 70,3 miles. Donc ça c'est le format moitié Ironman. Ensuite, il existe aussi des formats encore plus courts comme les formats S, M, le format olympique. Mais là, c'est pas vraiment ce dont je vais parler aujourd'hui, puisque moi, je suis vraiment spécialisée maintenant sur le longue distance. Et ensuite, comme tu t'expliquais, l'Embrunman, c'est une course à part. Donc, ça s'appelle Embrunman. C'est pas le label Ironman. Ironman, maintenant, c'est une marque, c'est un label et avec des courses partout sur la planète dans plusieurs pays. Et l'Ironman, c'est vraiment une course à part qui a lieu à Embrun tous les ans le 15 août et qui est une distance Ironman, mais un petit peu plus difficile parce qu'il y a énormément de dénivelé à faire en vélo. Et ouais, nickel. C'est pareil pour l'Ultraman aussi, donc hyper intéressant. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner ta philosophie du triathlon? C'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben, en fait, il faut être bon en natation, en vélo et en course à pied. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a des subtilités un peu plus importantes? En fait, tout dépend du niveau qu'on veut atteindre. C'est sûr que si on veut être parmi les meilleurs au monde, là, il n'y aura pas la place à l'erreur. Il faudra vraiment être complet et être bon dans les trois disciplines. Après, pour un amateur qui veut se mettre au triathlon, franchement, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite.
Il y a même des gens qui font leur premier triathlon en faisant de la brasse parce qu'ils savent pas nager le crawl. Il faut vraiment se dire que ça reste accessible. On n'est pas non plus obligé de commencer par le format le plus long du monde. Donc vraiment, on peut faire un triathlon S. Un triathlon S, c'est 750 mètres de natation. Donc ça, quelqu'un qui s'entraîne quelques mois, quelques semaines à la piscine, il peut y arriver. S'il faut, il va pas vite, mais il va être capable de le finir. Et ensuite, il y a 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus facilement accessible. Et moi, ce que je conseillerais à des gens qui veulent commencer le triathlon, c'est de commencer par des triathlons courts, comme ça. Un triathlon sprint, puis peut-être un triathlon M, faire ensuite un premier format Alpha Ironman. En fait, c'est quelque chose qui va se construire sur le long terme, de pouvoir faire un premier Ironman. Alors, ça dépend du niveau qu'on veut atteindre. C'est sûr que si quelqu'un veut juste terminer un Ironman, peut-être qu'il va pouvoir s'y préparer en 1 an. Quelqu'un qui veut viser un chrono particulier, ça sera peut-être sur 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais en gros, il faut vraiment construire les choses sur le long terme et pas se dire direct, on veut directement atteindre la marche la plus haute de faire un Ironman. Forcément, ça c'est difficile, ça fait peur. Il faut y aller petit à petit et du coup, c'est bien de pouvoir commencer par des distances un peu plus courtes au début. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu entraînement. Ouais, vas-y Pierre. Et avant que tu ailles un peu plus loin là-dessus, ça correspond à combien d'heures d'entraînement par semaine, ta semaine? Alors moi maintenant que je suis vraiment pro et que j'essaye vraiment d'aller chercher un max sur chaque discipline, je m'entraîne en moyenne entre 22 et 25 heures par semaine sur l'année. Alors il y a des périodes où ça va être moins, forcément les semaines de course par exemple, je vais avoir de la récup les jours d'avant, donc ça va faire baisser la moyenne. Et à l'inverse, quand je suis en stage d'entraînement, je peux faire des semaines un peu plus chargées qui peuvent monter jusqu'à 35, voire même exceptionnellement sur peut-être 1 ou 2 semaines dans l'année, 40 heures d'entraînement. Ça, c'est vraiment. Après, il faut être capable aussi de trouver le bon compromis, puisqu'il faut pas en faire trop. C'est aussi ce que font l'erreur que peuvent faire pas mal de gens qui veulent progresser. Ils s'entraînent beaucoup, 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 et en fait, ils poussent le corps à la rupture, et c'est aussi souvent ça qui fait qu'on se blesse. Donc, il faut être assez raisonnable entre je veux progresser, mais je veux durer. Donc, faut pas en faire trop d'un coup, en fait. Et tu n'as pas d'activité professionnelle conventionnelle. Ouais, d'accord, ton activité professionnelle, c'est ton sport. Oui, c'est ça. En fait, moi maintenant, je suis vraiment dédiée à 100% au triathlon. Avant, je travaillais à côté. Je faisais mes études et un job en parallèle, et c'était assez compliqué pour moi Hmm. d'arriver vraiment à m'entraîner suffisamment pour atteindre mes objectifs. Donc, j'ai réussi à me libérer à 100%. Et c'est vrai que comparé à d'autres sports, on peut imaginer, je sais pas, le foot où il y a des contrats vraiment pro et tout ça. Le triathlon, c'est quand même, on en est très très loin. Hein. Il y a pas le même budget, il y a pas les mêmes salaires, il y a pas la même organisation. Mais on peut déjà commencer à en vivre, même si c'est quelque chose d'un petit peu plus précaire et d'un peu moins stable. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même ces trois sports. Je trouve que c'est. Moi, j'essaye de commencer. Mon objectif, ça serait cette année de faire l'Altriman. J'aimerais bien faire le XXL, là, mon premier Ironman, même si c'est pas vrai, mais vraiment un Ironman parce que j'aime beaucoup la montagne. Et c'est vrai que la difficulté, je trouve, c'est vraiment de répartir le volume entre les trois sports. Comment est-ce qu'on arrive à faire pour se dire, ben, cette semaine, je vais travailler, est-ce que je fais que du vélo? Est-ce que j'essaie de faire toujours un petit peu tous les trois sports dans la semaine? En fait, tu fonctionnes comment? Est-ce que tu fais des cycles d'entraînement où tu vas travailler une spécificité? Ou est-ce que tu travailles tout le temps les mêmes et tu essayes un petit peu d'augmenter au fur et à mesure l'intensité, la durée? Explique-nous un petit peu la philosophie un petit peu de ton entraînement, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Alors bon, du coup, moi maintenant, je suis triathlète pro, mais avant ça, j'ai fait des études justement. J'ai fait le DGEPS, donc le diplôme d'État pour être entraîneur de triathlon, et j'ai aussi fait 2 licences TAPS sur l'entraînement et une sur l'ingénierie et l'ergonomie du mouvement humain. Bref, en gros, j'ai pas mal aussi appris le côté, tu vois, scientifique lié à Trop bien. l'entraînement, et après il y a mon côté pratique en tant qu'athlète parce que je fais voilà du triathlon depuis 10 ans. Et en fait, c'est double casquette, double version, ça me permet un peu de gérer et de comprendre ce que je fais, même si c'est pas moi qui m'entraîne. En fait, je préfère vraiment laisser le job à un entraîneur parce que c'est aussi très très dur de s'auto-entraîner. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire parce que s'auto-entraîner, c'est assez compliqué. Il faut être capable de s'écouter, parce qu'il faut pas se blesser, donc il faut quand même écouter ses sensations. Mais il faut être capable aussi de se faire assez, entre guillemets, s'imposer une certaine rigueur et tout ça. Et c'est parfois compliqué tout seul de trouver le juste milieu parce que on veut toujours en faire assez, mais il faut pas se blesser et c'est vraiment compliqué de réguler ça. Donc je trouve que c'est quand même plus facile de confier la tâche à un entraîneur, surtout si ça permet de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui est diplômé. Et en fait, du coup,
En triathlon, de manière générale, pour un peu répondre à ta question qui du coup est super large, donc désolée, Ouais, je je te sais bien, fais une mais longue réponse, t'inquiète. mais en Vas-y. fait, du coup, il y a de la progressivité à plusieurs échelles. Enfin, t'as des grands principes généraux de l'entraînement, ça va être la progressivité, la spécificité et l'alternance. Ça, c'est la base de l'entraînement. Et la progressivité, en fait, elle va se faire à l'intérieur de ton cycle d'entraînement sur plusieurs semaines. Donc, admettons que tu vas avoir un cycle de 4 semaines ou 8 semaines. Et ben, à l'intérieur de ce cycle, il va falloir monter progressivement et ça va être en volume et en intensité. Tu vas pas, dès le premier jour, faire les pires séances du cycle. Au début, tu vas y aller petit à petit. Première semaine un peu plus facile, la deuxième un peu plus dure et tu peux monter comme ça, comme une sorte de pyramide. Et ça va être pareil au niveau du volume et au niveau de l'intensité. Après, tu as la spécificité. Ça, c'est assez compliqué à gérer en triathlon parce que du coup, comme tu le dis, on a 3 sports. Donc du coup, c'est aussi là que tu vas avoir le rapport entraînement polarisé, 80-20, etc. Et en fait, en triathlon, ce qui est bien, c'est que tu peux différencier les modes de locomotion pour te faire un volume en endurance selon le sport que tu veux. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que tu peux faire une bonne base de volume, donc une bonne base d'entraînement en aérobie, en endurance. Et en fait, tu peux le faire grâce au vélo, par exemple, sur un sport porté. Et ça va éviter d'avoir beaucoup d'impact si tu avais fait, par exemple, que de la course à pied. Les gens qui font que courir, ils sont obligés de faire leur volume en courant, même si maintenant, ils commencent à le faire aussi en vélo, en ski de fond. Voilà, il y a d'autres façons de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les 3 modes de locomotion pour varier et peut-être aussi limiter les impacts. Donc ça va être un de mes premiers conseils. Et moi, c'est quelque chose que j'applique beaucoup. Je fais beaucoup de volume en vélo, en endurance, et ça me permet en fait de le transférer aux autres sports. Et ça, c'est ce que j'allais t'expliquer ensuite, c'est qu'en fait, en triathlon, on peut servir de l'entraînement croisé. Donc, c'est-à-dire que tu peux travailler une qualité physique dans un sport, et même si tu ne l'as pas travaillé directement dans un autre, eh ben, tu vas quand même voir des progrès dans cette qualité-là. Par exemple, si tu fais un travail de force en vélo, eh ben, tu vas aussi avoir un bénéfice de ce travail-là sur la course à pied. Ou à l'inverse, comme j'expliquais, tu fais de l'endurance en vélo, bah, ça va se retranscrire à la fois sur la course à pied, à la fois sur la natation. Et en fait, du coup, c'est ça qui est intéressant à mettre en place, c'est de pouvoir faire des séances, par exemple, de VMA, si dans ton cycle tu veux faire de la VMA. Et ben, si tu avais fait que du vélo, tu aurais peut-être eu 2 ou 3 séances dans la semaine. Et ben là, tu vas pouvoir en faire peut-être une en natation, par exemple, je sais pas, le lundi. Tu vas te faire une autre séance de PMA en vélo le mercredi et une séance de VMA cette fois-ci en course à pied, par exemple, le vendredi. Là, vraiment, j'ai pris un exemple. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est qu'en fait, du coup, tu peux répartir tes intensités dans différents sports et en faire par exemple qu'une par semaine dans chaque sport. Parce que bien sûr, le vélo, la course à pied, c'est assez proche au niveau musculaire, on va dire, parce que tu utilises de manière très simplifiée. Grosso modo, tu utilises beaucoup les jambes, mais en natation, c'est beaucoup les bras. Donc c'est sûr que si tu fais que nager en endurance, tu vas pas avoir un bénéfice énorme de la VMA que tu vas faire en course à pied. Donc il faut quand même croiser un peu les deux. Mais le vélo et la course à pied, déjà, c'est quelque chose où tu vas avoir vraiment un développement assez croisé par rapport à l'endurance musculaire, à l'explosivité, à la force. C'est des choses où tu vas vraiment pouvoir mêler l'un et l'autre qui va te faire progresser dans les deux sens. Donc c'est hyper large comme réponse. Je sais pas si c'était ça. Si, si, bah, on va essayer de résumer. Vas-y, Pierre. Non, c'est parfait. Et juste pour qu'on se rende compte, au niveau c'est toujours pareil pour avoir les ordres de grandeur, tu as 25 heures d'entraînement par semaine et grosso modo, en termes de volume horaire, je sais que ça correspond pas aux intensités, hein, si tu fais des sessions spécifiques, mais ça correspondra à combien le nombre de volume, le nombre d'heures de volume d'entraînement en vélo, course à pied et natation à peu près? Ouais, Comment tu répartis ça? exactement. C'est vrai que c'est hyper intéressant. En fait, du coup, bon, dans les 25 heures, admettons qu'il y a quand même 1 heure et demie de PPG, de préparation physique générale, tu vois, renfo, gainage, travail de qualité de pied. Mais sinon, en fait, il faut compter à peu près 6 séances de chaque sport en moyenne. Mais il n'y a pas de jour off, par exemple, dans mon entraînement. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura aucun jour où il n'y a pas d'entraînement et il y aura plutôt des jours où il y en aura soit 3, soit 2, mais pas des jours à zéro. Et donc, du coup, bah, tu vas avoir un jour dans la semaine où je vais pas nager, ou 2, ça dépend. Je vais nager à peu près 5 fois, peut-être 6 en période de charge. La course à pied, ça peut être 6 aussi, ou des fois j'ai aussi des jours où je vais doubler en course à pied. Par exemple, un petit footing le matin, 30 minutes à jeun, et une séance le soir. Ça me permet de rajouter un peu de volume sans courir tous les jours. C'est quand même un jour de récup, par exemple, sur l'aspect course à pied. Et en vélo, ça va être la même chose. Je vais rouler à peu près 6 fois par semaine. Mais pour répondre à ta question sur les volumes horaires, il y a quasiment 50% du volume qui peut être fait en vélo. Alors, c'est pas tout en endurance. Il y a quand même des séances d'intensité en vélo, mais il y a au moins 50% quasiment du volume qui va être fait en vélo. Et ça, c'est intéressant dans le sens où il n'y a pas d'impact dans ce sport-là. Donc, c'est quand même moins traumatisant que la course à pied. T'accumules en fait en vélo. Ouais, c'est ça. En vélo, en fait, on fait une grosse base de volume.
et c'est ce qui permet de travailler vraiment l'endurance, la résistance musculaire et même parfois aussi c'est de la récup active. Mm. S'il y a un jour où j'ai une grosse séance de course à pied, par exemple une grosse séance de SV2 où j'ai couru, je sais pas, une séance de SV1, j'ai couru 20 kilomètres, et ben l'après-midi ou après, je vais aller rouler par exemple une heure et demie, tranquille, juste pour tourner les jambes. Et en fait, c'est de la récup active qui au final me rajoute du volume dans la semaine, mais qui surtout m'aide à récupérer de la séance que je viens de faire. Et est-ce qu'il y a un travail de transition? Est-ce que tu essayes de respecter quand tu t'entraînes, par exemple, le matin, aller plutôt nager, l'après-midi, et tu sais, de suivre un petit peu le rythme de la compétition ou pas spécialement, Ça, c'est assez non, libre? pas spécialement. Ça va plutôt dépendre des conditions d'entraînement que j'ai. C'est-à-dire que selon les horaires de la piscine, par exemple, je vais devoir m'adapter. Si la piscine est ouverte que le soir, je vais nager le soir, c'est pas un souci. En fait, ça, de manière générale, c'est pas très important. Au contraire, on va juste le préciser sur certains entraînements clés. Par exemple, je vais faire une séance d'intensité proche des intensités de course en vélo, par exemple. Et ben là, volontairement, il va falloir courir juste après en enchaînement direct. Et là, c'est important de respecter l'ordre pour s'habituer à courir après avoir fait du vélo, parce que c'est quand même des sensations particulières de courir après avoir roulé et après avoir été fatigué par le vélo. Donc courir avec une pré-fatigue, ça va être mis en place sur certaines séances clés et des séances identifiées. C'est souvent une fois par semaine, le week-end, on aime bien faire des enchaînements. Mais le reste des jours de la semaine, ça n'a pas d'importance et c'est plutôt en fonction des préférences perso ou des contraintes horaires de certaines infrastructures. Et tu parles de PPG, tu parles de travail de pied. Est-ce que aussi pour la natation, tu as un travail spécifique au niveau des épaules notamment? Est-ce que tu viens faire du renfort pour essayer de protéger un petit peu ta coiffe, par exemple, des choses comme ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, en fait, en natation, alors je vais pas le faire toute l'année. Moi, les exercices de PPG, c'est plutôt pendant la préparation hivernale. Là, il y a carrément 2 séances par semaine. Après, quand j'arrive en période de compétition, j'en fais un petit peu moins. Ou alors, dans le cycle, vraiment, par exemple, là, tu vois, entre le mois de mai et le mois de juin, j'ai enchaîné beaucoup de compétitions, euh, à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là, dans ces cas-là, on va par exemple mettre un peu en pause la PPG et le remettre, par exemple, dans la prépa que je suis en train de faire cet été. Et en fait, pour les épaules, par exemple, pour répondre à ta première question, ça va être plutôt un travail sans charge, juste poids de corps ou alors avec des élastiques, des bandes élastiques. Je vais faire beaucoup d'exercices comme ça, donc en fait, pour essayer de solliciter un peu tous les muscles qu'on va utiliser sur les bras avec des exercices isolés. Donc par exemple, juste les pieds sur l'élastique et on tire sur les biceps, triceps aussi, avec les bras au-dessus de la tête. Voilà, ça va être des exercices comme ça avec un élastique. Après, ça peut être tu sais, les mouvements qu'on peut faire, les mouvements de natation, en tirant aussi sur la bande élastique, comme si on faisait des mouvements de crawl. Après, il y a aussi tout ce qui est pompe, gainage, abdos. Ça, c'est pareil, poids de corps, super simple. Et au niveau du renfort vélo ou course à pied, là, ça va être aussi souvent au poids de corps quand même. Donc, par exemple, des squats, des flexions-extensions, du plateau de proprioception aussi. Ça, j'aime bien, c'est assez important. Et sinon, on peut aussi parfois faire du travail de plio, donc des sauts en contrebas, sauts en contre-haut et tout ça. Et après, sur la prépa vraiment hivernale, là, on va faire des fois des séances en salle avec vraiment de la charge. Donc là, ça va être des exercices plutôt simples parce que bah voilà, en tant que triathlète, on n'est pas des pros de la muscu, on va pas non plus faire des trucs incroyables. On est là pour travailler la force, par exemple l'hiver. Et donc, ça va être presse inclinée, squat. On peut même faire aussi des squats guidés pour les gens qui vont à la salle tout seuls, hein, ça change rien. Développer couché. Et voilà, ça va être des exercices vraiment basiques qui vont nous permettre de faire un travail de force pendant la prépa hivernale. Et tu maintiens pas des rappels tous les, je sais pas, tous les mois, faire une séance de force ou peut-être tous les 20 Après, jours, quoi, peut-être, pour juste faire un petit rappel non, musculaire? non, ça non. En fait, on va plutôt le faire justement sur le vélo, sur des séances de vélo. Ça, c'est une des D'accord. séances un peu cheap, un peu clé que j'aime beaucoup. Et on fait vraiment des fois un gros travail de force en vélo, mais du coup, tu vois, sur la contrainte exacte de l'exercice, pas sur un appareil ou sur un squat. On va être vraiment sur le vélo. Par exemple, là, il faut mettre le gros plateau, la vitesse la plus dure, et on pousse le plus fort possible, exactement comme si on était sous une presse, mais sur le vélo. Et en plus, ça te permet de travailler vraiment ton mouvement du coup spécifique bah, parce que du coup, tu vas être sur tes pédales, donc tu vas avoir l'amplitude de mouvement exacte de celle que tu vas appliquer sur le vélo. Et en fait, du coup, c'est plus un genre de transfert. Et après, bien sûr, là, ça fait vraiment des rappels. Et on en fait pendant plusieurs semaines, toutes les semaines. Mais le développement vraiment en salle de muscu, ça, c'est que l'hiver. Ok, super. Ben, on en reparlera après. Vas-y, Pierre. Et tes séances de force, typiquement, on a compris que le plus spécifique pour du vélo, c'est de faire du vélo. Mhm. C'est pas une nouveauté. Et tu fais ça sur home trainer ou tu fais ça sur vélo c'est quoi Et tes... ben alors,
les deux, c'est possible. L'idéal, c'est quand même de le faire dehors parce que ça va être, en fait, moi, je le fais en bosse, du coup. Donc, on choisit un col, une montée. Donc, Mm. si c'est possible, il faut le faire dehors. Après, si c'est pas applicable, on le fait sur home trainer et là, on peut appliquer une résistance pour que ça soit vraiment difficile. Ou le faire sur des applis connectées qui permettent de le faire directement en donnant les watts cibles qu'on veut faire. Mm. Sinon, moi, j'aime bien le faire dehors parce que du coup, quand tu te mets dans un col à 7, 8, 9, 10%, si déjà tu te mets sur la plaque et que tu commences à mettre tout à droite sur la cassette, c'est déjà bien, bien dur. Et en fait, c'est la résistance qui va se faire naturellement. Et du coup, en fait, tu vas travailler aussi ta position sur le vélo. Tu vas être obligé de te gainer au niveau des abdos. Et en fait, ça va être un travail vraiment complet et un transfert vraiment exact, quoi, comme tu expliquais. Super, après on va rentrer dans chaque discipline et tu donneras un petit peu tes séances clés par rapport à chaque. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites des séances un petit peu particulières ou un exemple de séance, ça peut être intéressant. Julie, peut-être elle passera et répondra à vos messages dans la vidéo. On avait une question, on en a parlé en off pour te demander si tu es d'accord, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est un sujet où on n'a pas envie d'être verrouillé, il pose des questions qui sont indécentes. Est-ce que toi, par rapport à ton cycle, est-ce que tu adaptes ton entraînement ou pas spécialement? Parce qu'on a vu la chance d'avoir Pauline qui était diète, on avait parlé justement de la santé de la femme, et elle nous parlait justement d'adapter un petit peu l'intensité, surtout en fonction de son cycle menstruel. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu mets en place ou pas spécialement, ou peu importe, ton entraînement est donné et tu supportes être bien la douleur aussi, ça dépend de chaque femme, on en parlait en off. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, s'il te plaît? Oui, carrément. C'est vrai que c'est un sujet qui commence à être un peu plus investigué, un peu plus à la mode aussi. On se pose vachement de questions là-dessus ces dernières années. Et je pense qu'il manque encore quand même de recherche pour avoir des vraies vérités scientifiques, qu'on puisse vraiment être sûr de ce qu'on avance sur certains sujets. Après, moi, de manière générale, je pense que ça dépend de chacune, ça dépend de chacun. Enfin, chacun. Donc, du coup, chacune, désolée. Mais Enfin, chacun le vit différemment et ça dépend de à quel point on est impacté par ça ou pas. Ça dépend aussi de chacune au niveau de la contraception, ce qu'elle va choisir, ça va impliquer un cycle différent. Il y en a qui sont du coup pas du tout embêtés, qui ont pas ce problème-là. Il y en a qui vont avoir un cycle naturel et qui vont subir beaucoup plus de montée, on va dire montée d'énergie et baisse d'énergie, de fatigue. Et à l'inverse, des personnes qui sont sous contraception hormonale, par exemple, bah là, elles vont être beaucoup plus lisses, beaucoup plus stables toute l'année. Donc, je pense qu'on peut pas déjà donner une vérité qui va s'appliquer à tout le monde. Mais globalement, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que s'il y a besoin de s'adapter, bah, bien sûr, il faut s'adapter, parce que le but, ça va pas être de créer une fatigue supplémentaire de celle que l'organisme il est déjà en train de subir. Donc, si vous êtes fatigué ou si vous avez moins d'énergie, bah, il faut arrêter d'en rajouter, il faut apprendre à s'écouter. Par contre, bah, si vous vous sentez bien et que vous vous sentez normal, bah, là, il y a rien à changer, il faut pas se freiner. Après, je pense que ça dépend aussi des sports qu'on pratique. Par exemple, les sports de force, l'haltérophilie et tout ça. Là, je pense que sur des sports où il y a vraiment une notion de force et de capacité vraiment de recrutement musculaire, ça peut être un peu différent. Sur les sports d'endurance, je pense que c'est quand même un peu moins important. En fait, je sais pas s'il y a vraiment une vérité qui peut convenir à tout le monde, mais moi je dirais qu'il faut globalement, ouais, c'est ça, apprendre à s'écouter, s'adapter à chacun. Mais moi personnellement, je suis pas trop embêtée par ça et j'arrive à suivre un entraînement régulier toute l'année, ça me dérange pas trop. Bah, écoute, nickel. Parfait, tant mieux pour toi. Ben, ce qui va être intéressant, ça va être maintenant de rentrer un petit peu dans chaque discipline. On va commencer par la natation. C'est vrai que c'est peut-être un frein pour pas mal de personnes. Moi, le premier, je sais que dans l'eau, je suis une catastrophe. C'est impressionnant. Donc, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu des conseils pour progresser en natation? Que ce soit sur la technique ou même sur l'entraînement, est-ce que tu pourrais aussi me donner donc peut-être une séance technique et deux autres séances plus que tu vas travailler au quotidien? Peut-être, est-ce qu'il y a aussi un équivalent de sortie longue, comme on peut avoir en course à pied, en natation? Explique-nous un petit peu, s'il te plaît. Ouais, on peut. Alors là, la natation, ça va être presque le plus compliqué à répondre parce que c'est vraiment dépendant du niveau de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute et qui a jamais nagé, lui, ça sert à rien typiquement d'essayer de faire comme tu viens de dire une sortie longue en natation, quoi. Donc pour moi, la base pour quelqu'un qui commence, ça va être vraiment d'apprendre à placer la technique. Parce que en fait, sans la technique, tu pourras nager autant que tu veux, tu vas jamais progresser. Tu pourras avoir la force que tu veux, bah ça avancera toujours pas. La natation, c'est vraiment le sport le plus technique des trois. Il faut vraiment avoir ce feeling, il faut sentir ce qu'on fait, et il faut comprendre le mouvement qu'on a. Parce qu'aussi, on se rend compte des fois que les gens pensent faire un certain mouvement,
Et quand on leur demande, par exemple, de faire hors de l'eau ce qu'ils font dans l'eau, on se rend compte que techniquement, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, tant que ça, c'est pas calé et que c'est pas posé, la personne, elle va être complètement limitée. Parce que du coup, souvent, en plus, les gens qui nagent pas très bien techniquement, ils dépensent une énergie folle, mais vraiment, ils dépensent encore plus d'énergie que les gens qui nagent vite pour en plus pas nager vite. Donc, c'est double peine parce que déjà, ils ont du retard ou ils perdent du temps, on va dire, et en plus, ils dépensent plus d'énergie. Donc, première chose à faire, c'est vraiment de se caler techniquement. Et ça, honnêtement, ça peut pas trop se faire tout seul. Là, il faut prendre un entraîneur, il faut prendre des cours de natation comme vous voulez, il faut rejoindre un club. Mais il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui va vous aider. C'est quasiment impossible de faire ça tout seul. Même si on peut regarder des vidéos, demander à quelqu'un de nous filmer, on peut un peu s'auto-corriger. Mais il vaut mieux prendre quelques séances, même si c'est 3, 4, 5, pour déjà placer les bases. Est-ce que tu aurais juste deux, trois conseils techniques? Peut-être, je sais pas, être bien gainé, tu vois, imaginer qu'on est peut-être dans, tu vois, moi je me dis, il faut que je reste bien gainé sur l'eau, avoir le bassin bien haut. Est-ce qu'il y a quand même trois, quatre repères que tu pourrais nous donner et sur lesquels faire Oui, quand attention au même. niveau de la technique? Il y a des conseils de base qui s'appliquent à tout le monde. Ça va être déjà la position de la tête. En fait, les gens, ils ont envie de regarder ce qui se passe devant, mais il faut pas parce que quand on lève la tête et quand on regarde devant, en fait, ça va faire baisser le dos, ça va faire couler les fesses et les jambes. Donc, en fait, les gens, quand ils regardent devant, quand je dis devant, c'est vers la surface, vraiment Hmm. devant eux. Et en fait, ça les fait pencher, ça les fait couler. Donc, ça, c'est déjà un premier frein énorme. Donc, même si c'est pas naturel, quand on est dans l'eau, il faut pas chercher à regarder devant, il faut regarder plutôt en dessous. Alors, faut pas regarder derrière soi, il faut regarder en dessous, légèrement devant, mais il faut pas regarder à la surface. Là, sinon, on coule. Donc ça, premier conseil. Après, deuxième conseil, surtout pour des gens qui viennent de la course à pied ou qui ont déjà un peu euh, fait du sport, des sports vraiment terriens avec l'impact des pieds et tout ça, souvent ils se rendent pas compte, mais ils ont le pied qui est relevé, comme quand on est debout, comme quand on marche. En fait, en natation, il faut avoir le pied qui s'aligne avec la jambe. Donc en fait, il faut s'entraîner à avoir la cheville lâchée, souple. Et en fait, les gens, ils veulent faire quelque chose avec leur pied. En fait, le pied, il faut le laisser tomber, il faut qu'il soit tout mou, tout relâché. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qui fait vraiment freiner les gens parce que quand ils relèvent le pied, il faut quand même s'imaginer que s'il fait du 45, le gars, il y a un 45 qui freine derrière lui, quoi, dans l'eau. Donc en Ok. fait, il faut vraiment relâcher la cheville, qu'elle soit vraiment le plus laxe possible. Et faut pas contracter, faut pas vouloir contrôler le pied. Et après, bah, au niveau des bras, il faut chercher à se servir en fait de sa main et de son avant-bras comme un ensemble rigide. Il faut imaginer que c'est comme si c'était une pagaie et il faut forcément vouloir tirer avec. Il faut pas pousser. On cherche pas à monter vers la surface, on cherche à aller vers l'avant. Donc pour aller vers l'avant, il faut pousser vers l'arrière. Si les gens ils poussent vers le bas, bah ça les fait monter, mais ça les fait pas avancer. Donc ça va être vraiment la base et c'est ça qui est le plus compliqué à trouver tout seul. Donc c'est là que c'est bien d'avoir un coach, un entraîneur, ou voilà de rejoindre des stages de technique. Par exemple, moi je sais qu'on va organiser un stage comme ça avec mon entraîneur. C'est un stage qu'on va faire en piscine sur 3 jours cet hiver. Et là, bah, ça va être 3 jours où on va aller tous les jours à la piscine, donner des conseils techniques, prendre les gens un par un et leur dire, OK, ben là, regarde, ta main, elle est cassée, elle est tordue. Ça va être plein de détails. Les doigts qui sont écartés. Mais tout ça, mis bout à bout, bah, ça fait qu'une technique qui se construit et après, on peut du coup faire du travail plus physio, comme tu allais me demander ensuite, voilà, des séances clés. Et voilà, une fois que la technique est calée, c'est là qu'on va pouvoir bah, travailler la vitesse, travailler encore la technique avec des éducatifs. Mais il faut d'abord avoir une petite technique de base et après tout ça, ça s'améliore pour travailler aussi le coût énergétique, avoir la nage la plus économe possible, être capable de tenir longtemps, travailler l'endurance. Donc ça va être un peu comme tu disais des sorties longues en natation. Ça peut être des séances qui, par exemple, pour moi, je vais donner pour moi, je dis pas que c'est les distances pour un débutant, mais moi, une séance de natation, c'est 3000 mètres minimum. Et quand je veux faire une séance vraiment longue, bah là, je vais monter à 6000, 7000 mètres. Voilà. Là, ça va être plus long, ça va me durer presque 2 fois plus longtemps. Et là, je vais vraiment travailler au niveau musculaire, mon endurance, quoi. Tu vas travailler au-delà des distances que tu dois bosser quand même, si je comprends Oui, bien. quand même. Oui, Ok. après, c'est pas indispensable pour des gens qui veulent faire leur premier Ironman. Oui. C'est pas grave si vous avez jamais nagé 5000 mètres, par exemple. Mais je déconseillerais à quelqu'un de vouloir faire un Ironman s'il a jamais au moins fait 3800 mètres en piscine, quoi. Et au niveau de, c'est un type, une semaine type, pardon, tu vas faire à quoi? Tu vas faire tes 3 kilomètres 3 fois dans la semaine et une fois dans la semaine, tu vas aller chercher un peu plus, c'est ça? Et tu vas faire une séance d'intensité au milieu? À peu près, ça Ouais, par correspond à ça? exemple, après, les séances d'intensité sont pas forcément les plus longues. Donc, ça peut être une séance d'intensité sur laquelle il y a entre 3000 et 4000 mètres. S'il y a une séance longue, oui, ça va être plutôt une fois par semaine. Et du genre, une séance mixte qui va faire 4500, 5000. Donc,
il n'y a pas toujours la même distance, mais en fait, je vais pas aller à la piscine pour nager 1500 mètres, quoi. Sauf Ouais. si c'est la veille d'une course pour récupérer. Et ton intensité, c'est vrai qu'en course à pied, on dit par exemple du 30-30, du 15-15. Ça correspond à quoi une séance d'intensité en natation? C'est quoi? C'est des 100 Du coup, mètres, des 200 mètres? oui, c'est ça. En natation, du coup, on va pas fonctionner en temps, on va fonctionner en distance, comme tu l'expliques. Et ça va être, par exemple, 10 fois 50, 10 fois 50 départ minute. Et là, on est très, très proche, par exemple, d'un 10 fois 30-30 en course à pied. Parce que sur des 50, alors, c'est ce qu'il faut que moi je fasse. Si c'est quelqu'un, un débutant qui met 1 minute pour faire 50, et ben lui, il en fait 5 et il fait départ 2 minutes. Comme ça lui fait 5 fois une, on va dire. Mais, ou il fait des 25 mètres, par exemple. Mais moi, par exemple, si je fais 10 fois 50 en natation départ minute, et ben je vais faire en gros si je fais un super 50 à l'entraînement, je vais nager 31. Si j'en fais un pas ouf, je vais faire 33, 34. Et donc tu vois, ça me fait quasiment temps de récup égal au temps d'effort. Donc on est proche de ce qu'on peut faire en fractionné en course à pied aussi, par exemple. Et au niveau juste de, je sais pas si tu auras une question, mais au niveau de la respiration, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher un 3 temps, tu vas chercher un 2 temps, un 4. Me dis pas plus de Ça, 5, hein, sinon, non, ça, il y a sinon moi, vraiment plein moi je d'écoles. meurs. Moi, du coup, 5, je meurs, je crois. non, moi, je viens de la natation, justement, quand j'étais petite, j'ai eu différents entraîneurs. Il y en a un qui disait que c'était important d'être capable de respirer des deux côtés. Parce que si on respire toujours du même côté, en fait, surtout en triathlon, on n'est pas capable de s'orienter correctement ou en tout cas de voir tout ce qui se passe. Donc, si vous avez la possibilité, c'est mieux de respirer des deux côtés. Donc là, de partir sur du 3 temps, c'est bien parce que ça vous permet de voir un coup à droite, un coup à gauche. Et bah forcément, le jour de la course, bah, c'est bien. Comme ça, vous voyez où est-ce qu'ils sont vos concurrents, on arrive un peu mieux à se situer et on prend mieux les informations. Après, il y a pas mal de gens qui sont pas à l'aise à respirer des deux côtés. Moi, avant, je respirais des deux côtés et puis maintenant, je me suis habituée à respirer plus que d'un côté et c'est pas très grave. Et donc, dans ces cas-là, bah, quand on respire que d'un côté, on peut faire du deux temps si on est vraiment très essoufflé, mais on peut aussi alterner un coup 4, un coup 2, un coup 4, un coup 2. Ça va dépendre aussi des allures auxquelles on nage. Moi, en endurance, je vais nager par exemple en 4 temps. Et si je commence à sprinter, aller un peu plus vite, à mettre de l'intensité, je vais alterner 4-2. Et si à l'inverse, je viens de faire un 100 mètres à fond et que je suis super essoufflée et que je ventile beaucoup, je vais respirer en deux temps. Après, commencer à aller sur du 5 temps et tout ça, ça va pas être intéressant du tout en course. Vraiment, faut pas faire ça. Par contre, à l'entraînement, ça peut être utile, justement pour travailler en hypoxie et faire un travail où on s'entraîne à se priver d'oxygène. Ça, c'est utile. Mais ça va être un exercice spécifique à l'entraînement. Moi, ce qui me faisait peur avec le 2 temps, personnellement, c'était bon, pas du tout la performance, parce que moi, je suis pas du tout dans ça, mais c'est en fait, j'avais peur un peu de créer une asymétrie un petit peu dans mon corps. Est-ce que Oui, il y a un carrément. recul sur ça ou pas? Oui, oui, si, c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est quand même d'être capable de respirer en 3 temps. Parce que quand on respire que d'un côté, en fait, on va avoir toujours le même bras qui est devant, toujours le même bras d'appui sur lequel on s'appuie quand on tourne la tête pour respirer. Et en fait, ça crée exactement, comme tu l'expliques, une différence au niveau musculaire. Il y a un bras qui va être plus fort que l'autre. Donc, après, au final, en pratique, ça change rien. Mais c'est toujours mieux de pas se déséquilibrer le corps si on a le choix. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui apprend à nager, je lui dirais, apprends à respirer des deux côtés parce qu'après, c'est trop tard. Quand tu t'habitues, tu sais plus revenir en arrière. Donc c'est sûr que c'est idéal de respirer des deux côtés et voilà, c'est quand même un peu mieux. Et dernière question vraiment par rapport à la natation, est-ce que tu fais une petite séance d'échauffement avant de rentrer dans l'eau? Tu rentres direct et c'est parti? Moi maintenant, j'ai l'habitude de rentrer direct, j'aime pas trop m'échauffer à sec, mais c'est pas forcément l'idéal. Tout dépend des préférences de chacun au niveau des sensations. Mais sinon, on peut juste s'échauffer à sec, même sans matériel, hein. On peut tout simplement tourner les bras au bord du bassin. On les tourne dans le sens du crawl, puis on les tourne dans le sens du dos. On écarte un peu en largeur. Il suffit de 2 ou 3 minutes à s'échauffer comme ça et c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'être à 200 pulses quand on rentre dans l'eau. Et ça que tu parles de crawl, c'est intéressant, mais est-ce que tu travailles que le crawl vu que Non, c'est ta nage de justement, justement moi de cour de ouais, pardon, vas-y. bien sûr, oui, oui, c'est la nage la plus rapide et c'est la nage qu'il faut faire en compétition, ça c'est sûr. Mais c'est quand même très bien de continuer à travailler les autres nages. Alors, je dis pas que sur 6 kilomètres à l'entraînement, il faut nager 4 kilomètres dans les autres nages. Mais il faut essayer d'en avoir un peu tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, moi, il y avait 400 mètres sur mon entraînement en 4 nages. C'est pas énorme, mais ça fait que tous les jours, il y a quand même un contact et des appuis dans les autres nages. Après, sur certains entraînements, il peut y avoir la moitié en 4 nages. Ça va dépendre, hein. C'est vraiment variable, mais c'est bien de continuer à faire d'autres nages. Alors, de base, pour des gens qui sont pas très à l'aise en natation, il faudrait juste savoir faire le dos crawlé, parce que l'intérêt du dos, c'est que c'est exactement l'opposé. C'est les muscles antagonistes des muscles qu'on va utiliser en crawl. Et ça a un intérêt. Déjà pour travailler tout simplement les muscles antagonistes, mais aussi pour faire travailler en sens inverse les muscles qu'on utilise en crawl. Donc ça, c'est bien, par exemple, de mélanger du crawl avec une récup en dos, par exemple.
En fait, ça va aussi travailler la souplesse parce que le mouvement et le roulis des épaules est pas le même en dos. Et c'est très très bien de pouvoir travailler cette nage parce que c'est quand même pas la plus dure à apprendre. Après, pour ceux bien sûr qui en sont capables, faire du pape ou faire de la brasse, bah, c'est bien. Le pape, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'explosivité. Donc ça va avoir un intérêt vraiment musculaire. Bon, ça fait aussi travailler les abdos au passage, mais ça, c'est un petit bonus. Et après, la brasse, bah, ça va te faire travailler les appuis. En fait, ça a l'air d'être une nage un peu pour les mamies et tout, mais pas spécialement. Si on cherche vraiment à prendre de l'eau avec les bras en brasse, ça fait vraiment forcer. Et c'est utile pour travailler, en fait, moi j'appelle ça, avec mon entraîneur, on appelle ça la pale, comme si c'était une pagaie. L'ensemble, en fait, main, avant-bras, alignés. Ça, on peut vraiment bien le travailler en brasse en cherchant à prendre de l'eau. Et en plus, on peut travailler le ciseau. Et moi, perso, maintenant que je fais vraiment du triathlon, je sens que quand je fais des ciseaux de brasse à la piscine, ben mine de rien, ça m'étire un peu. Ça m'étire un peu les ischios, adducteurs et tout. Ça fait du bien aussi de garder une amplitude de mouvement qu'on n'a pas forcément en vélo et en course à pied où on garde vraiment les jambes dans l'axe. Et au niveau juste avant de passer au vélo, est-ce que au niveau du matériel de la combi, c'est vrai, typiquement, moi, j'avais acheté ma première combi, mais je suis arrivé là, je connaissais rien, mais vraiment rien. Le vendeur, il m'a montré des trucs, ça monté de 200 € jusqu'à 600, 700. Est-ce que tu pourrais me donner des tips pour acheter une combi de Ouais, natation? bah alors du coup ça dépend un peu du niveau parce que je dirais quelqu'un qui est pas du tout à l'aise ou qui va faire un triathlon en brasse, ça sert à rien qu'il achète une combi haut de gamme. Il va dépenser son argent vraiment inutilement, c'est vraiment trop dommage. Et à l'inverse, un compétiteur, s'il a une combi premier prix, bah il va peut-être perdre un peu du temps ou un peu d'énergie. En gros, faut se dire que les combis, ça vaut entre 100 et 1000 euros. Il y a quand même une gamme de prix qui est assez large. Les vraiment très très haut de gamme de la plupart des marques valent aux alentours de 800 ou 1000 euros. Et les premiers prix, ça va peut-être commencer à 100 ou 200 euros. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Mais il faut voilà être à un moment où on recherche la performance pour investir suffisamment. Après, il y a des compromis, des modèles à 400, 500 euros qui peuvent être un bon compromis pour pas mal d'amateurs. Mais grosso modo, ce qui va changer entre les modèles entrée de gamme et les modèles haut de gamme, ça va être la qualité du néoprène. Parce que attention, il y a aussi des combis qui sont même pas en néoprène. Là, ça va être des combis un peu textiles, du genre combi de surf, combi de plongée. Ça, vraiment, je recommande pas du tout, sauf si vous êtes vraiment là juste pour faire un triathlon dans votre vie, mais sinon, faut pas prendre ça. Parce qu'en fait, le néoprène, c'est quand même l'eau va rentrer dans votre combi, mais de base, le néoprène, c'est étanche, c'est déperlant. Donc déjà, il y a un aspect glisse qui fait que ça glisse mieux que la peau et que votre tréfonction dans l'eau. Il y a un aspect flottaison, le néoprène, ça flotte. Donc ça aide surtout les mauvais nageurs à être mieux posés sur l'eau, à mieux flotter. Donc vraiment le néoprène, il va y avoir différentes qualités. Les néoprènes premier prix qui sont parfois épais ou parfois fins, donc ils vont flotter peu ou pas beaucoup. Mais qui dit néoprène épais dit néoprène plus rigide. Donc quand on a une combi bas de gamme, souvent sur les épaules, bah, la qualité du néoprène elle n'est pas incroyable et du coup c'est rigide. Donc en fait à chaque moment où vous voulez sortir le bras de l'eau, bah, il faut lutter contre la combi. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal. Et après plus on monte en gamme, plus on va avoir des combis qui sont étudiés avec des panneaux de néoprène différents selon les endroits. Donc par exemple, un néoprène assez épais sur le ventre et sur les cuisses pour aider à flotter. Ça Ok. va même aider au gainage. Et un néoprène beaucoup plus fin sur les épaules pour avoir une super liberté de mouvement. Voilà, ça va être Toi, vraiment tu plus étudié. aurais une marque à proposer pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être pour les conseiller? Oui, forcément. Moi, je suis avec la marque Selfish, donc c'est une marque allemande qui est quand même connue depuis pas mal d'années. Et là-dedans, il y a aussi plusieurs gammes, hein. Il y a le modèle vraiment haut de gamme que j'utilise, et il y a des modèles entrée de gamme qui sont accessibles à tout le monde, mais qui sont quand même très intéressants au niveau des qualités. Après, Et pour les gens qui veulent, il y a aussi des combis de swimrun, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui font du swimrun. Ça va être des combis avec manches courtes et qui vont s'arrêter au-dessus du genou. Ça, c'est d'autres modèles encore. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver, mais voilà, il faut au début pas forcément investir trop si on n'en a pas besoin. Il faut savoir voilà qu'on va gagner en confort et en rapidité avec des Et, modèles plus haut de gamme. et dernière question, je sais pas si Pierre a une question, mais au niveau de la transition, comment faire une bonne transition en natation? Si juste tu pouvais nous donner deux, trois tips pour les gens qui veulent gagner un peu de temps sur la transition. Ouais, bah la transition, le plus important, ça va être de pas cafouiller et de pas se mélanger dans ce qu'on a à faire. Ça, c'est valable pour la transition 1 et la transition 2. En fait, moi, mon conseil, ça va être vraiment que vous ayez bien organisé votre espace, votre emplacement, que tout soit déjà rangé en ordre, prêt à partir. Et le plus important, c'est de visualiser votre transition. La veille de la course, quand vous allez vous coucher le soir, ou le matin avant le départ, ou même pendant que vous nagez, si vous arrivez à vous concentrer, il faut visualiser ce que vous allez faire.
Donc là, hop, on ferme les yeux, je m'imagine, ok, je finis de nager, je sors de l'eau, je cours jusqu'à mon emplacement. Il est où mon emplacement? Première chose, il faut prendre des points de repère. Est-ce que mon emplacement, il est devant le platane ici ou devant telle boutique? Il y a souvent des trucs, les aires de transition sont pas dans des champs tout vides, donc on peut prendre des endroits de repère. Est-ce qu'il est dans la première allée, troisième allée? Mon vélo, il est à gauche ou à droite? Il faut vraiment savoir où il est pour directement y aller en courant le plus vite possible. Et ensuite, avoir déjà préparé dans l'ordre quel geste on veut faire. Donc en premier, j'enlève ma combi. En deuxième, je jette mon bonnet et mes lunettes par terre. En trois, je mets ma ceinture pour dossard, etc. Et en fait, c'est ça. La clé de la Ok. transition, c'est de l'avoir vraiment visualisé et éventuellement de s'y être entraîné. Parce qu'au début, quand on n'en a jamais fait, on cafouille un peu pour enfiler les chaussures et tout ça. Mais le plus important, c'est d'être au clair mentalement pour pas faire n'importe quoi au niveau des gestes. Pierre? Oui. Tu peux redonner la marque avec laquelle tu travailles? Ouais, moi la marque c'est Selfish. Selfish. C'est Ok. c'est écrit comme le poisson voilier en anglais. Ouais. 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 On le On ne mettra prend en pas. comment, dans la description. Et bon, typiquement, j'ai 200 € à mettre quelque part. Je prends un coach en fait. Honnêtement, ouais, ce serait quand même l'idéal. Moi, c'est ce que je conseille. Avant d'avoir le meilleur matos au monde, si on s'entraîne pas correctement, si l'entraînement il est pas structuré, on pourra pas vraiment progresser. La base, c'est de s'entraîner correctement. Alors, il faut quand même être patient. C'est pas parce qu'on prend un coach qu'en un mois on va gagner 3 heures Non, sur le mais les erreurs triathlon. Mais techniques, ça fait beaucoup. c'est ça. Ben, ça fait beaucoup. Et c'est surtout qu'en fait, l'entraîneur, il va permettre déjà de s'aider techniquement, mais aussi de s'aider sur la structuration de l'entraînement. Et en fait, je trouve que c'est aussi un genre de relâchement de savoir qu'on est bien entouré et qu'on suit un plan. Parce que tout seul, on se dit, ah, est-ce qu'il faut que je fasse de la VMA? Mais ah oui, mais les autres, ils font de la force. Ah oui, mais lui, il fait ça. Et en fait, on sait plus quoi faire. Il y a tout le monde qui fait un peu tout. Il y a toutes les modes possibles. On voit passer tout sur les réseaux, on sait pas. Et en fait, quand on prend un entraîneur, bah, c'est lui qui dit, OK, tu veux aller là, tu pars d'ici, voilà le chemin. Et il y a qu'à faire confiance, il y a qu'à suivre. Et c'est vraiment ça pour moi qui aide. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui s'y connaît et c'est top. Super. Et on va changer de discipline vu que le temps passe. Et le vélo, moi j'ai vraiment l'impression que le vélo, c'est la clé du triathlon si on veut quand même performer. Autant j'ai l'impression qu'en natation, on va pas faire des gros écarts. Autant en vélo, c'est vrai Oui, c'est ça. on voit Et en Jalabert fait, qui écrase tout le monde, sur par l'échelle exemple. totale du triathlon, le vélo, il dure presque plus de la moitié, en fait. Donc, en termes de temps, c'est vrai que c'est très important. C'est là qu'on peut en perdre beaucoup ou en gagner beaucoup, effectivement, comme tu dis. En natation, globalement, entre un très bon nageur et un très mauvais nageur, au pire, il va y avoir 30, 40 minutes sur un Ironman. Alors qu'en vélo, ça peut se compter en heures. Ça peut vraiment être énorme. Et ouais, le vélo, c'est le sport, au final, le moins technique, entre guillemets, hein, parce que, bah, voilà, il y a un peu de pilotage, mais il n'y a pas une technique de foulée ou de nage vraiment compliquée à acquérir. Après, un premier truc aussi que je pourrais conseiller sur le vélo, c'est d'être bien positionné sur le vélo. Donc, avoir, si possible, avoir fait un positionnement avec un professionnel ou une étude posturale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer déjà dans le confort, dans la prévention des blessures, parce que mal assis, mal posé sur son vélo ou des cales de chaussures mal réglées, ça peut faire des blessures, des douleurs au genou, au dos. Donc, premier détail, c'est ça. Essayez de bien vous poser sur votre vélo. Si vous avez un petit budget, ça coûte à peu près 100 ou 200 euros, bah, passez faire une étude posturale avec un pro. Et ensuite, bah, ça va être, ouais, l'entraînement, c'est ça, faire assez de volume, faire un travail de force. Tu peux juste, parce que je sais que les gens n'iront pas faire l'étude posturale, la majorité. Est-ce que tu pourrais juste me donner deux, trois tips au niveau de, je sais pas, la selle, le guidon, est-ce qu'on le met haut, pas haut? J'imagine que le but c'est d'être bien aéro, mais est-ce qu'il y aurait deux, trois astuces à donner pour les gens? Ben, le truc, c'est qu'il va falloir trouver le bon compromis entre le confort et l'aéro. Si on est vraiment dans la recherche de performance, le premier truc pour moi, surtout pour des débutants, ça va être d'avoir une position sur le vélo qui va pas être dangereuse pour pas vous blesser. Donc ça va être par rapport à la position des cales, par exemple. Donc, sous vos chaussures, il faut pas que les cales, elles soient réglées d'une façon à ce que, par exemple, vous ayez le talon qui sort. Sinon, bah, ça va tordre votre genou. Donc, faut essayer d'avoir le pied qui est même bien dans l'axe. Au niveau de la selle, bah, il faut pas être trop en arrière, sinon vous allez avoir les bras complètement penchés en avant, un peu en mode Superman. Il faut pas que ça fasse trop plier vos lombaires, sinon ça va vous faire mal en bas du dos. Enfin, c'est assez compliqué là à décrire comme ça avec des mots, mais Ta jambe, elle est tendue, quand, quand la non, il pédale faut elle est pas en qu'elle soit bas, complètement elle est tendue. ouais, légèrement Il fléchie, faut c'est ça? C'est ça, légèrement fléchi et il faut pas que le bassin bouge quand on pédale. Il faut que le bassin reste vraiment fixe sur la selle
que la jambe soit en bas ou en haut, le bassin doit être stable. Et quand on a la jambe le plus bas possible, il faut pas qu'elle soit tendue à 100%. Et on se met des prolongateurs là pour être un peu Pogacar là, Ah, comme c'est ça. sûr que c'est mieux, Quelques... c'est mieux. Alors que t'achètes, hein. Ouais. Je sais pas si les prolongateurs ils vont nous faire gagner du temps, mais est-ce que tu pourrais nous donner des séances type en cyclisme, justement, s'il te plaît? Ouais, bah du coup, moi en vélo, je pense qu'une séance vraiment intéressante, ça va être de faire une séance de force. Donc, comme j'expliquais, par exemple sur un trainer ou en montée, avec par exemple une alternance sur des 10 fois 2, une par exemple, 2 minutes force, 1 minute de récup. Ça peut être une séance assez sympa. Après, une séance qui marche très bien aussi, ça va être juste de travailler la PMA, hein, tout simplement. Donc ça va être très proche de ce qu'on peut faire en course à pied. Ça va être des 30-30 ou des 1-1. C'est assez intéressant aussi parce que ça permet de travailler l'explosivité. Donc ça, c'est quelque chose que je peux quand même recommander en vélo parce que c'est accessible pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir un chrono, même pas forcément besoin d'avoir un capteur de puissance et tout. Après, ouais, un des premiers investissements qui est idéal à faire en vélo, après le coach, c'est d'avoir un capteur de puissance. Forcément, ça permet de mieux mesurer ce qu'on fait à l'entraînement et de s'entraîner plus précisément quand même. Après, sinon, en vélo, on peut quand même faire des sorties en endurance. Ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Ça peut être de l'endurance à partir du moment où on dépasse les 2 heures, hein. Ça dépend de ce qu'on a l'habitude de faire. Pas obligé de faire 8 heures pour dire qu'on a fait une sortie longue. Mais voilà, ça peut être intéressant parce qu'au début, quand on n'est pas habitué musculairement, on va directement avoir des bénéfices à faire des sorties longues, 2 heures, puis la semaine d'après 2 heures et demie, la semaine d'après 3 heures. Donc au final, sur un mois, on a rajouté 1 heure à ce qu'on était capable de faire avant, et musculairement, il va y avoir une adaptation qui va se faire. Et toi, ta sortie longue, ça correspond à quoi en vélo? Ça dépend. Quand je suis en reprise au début, 3 heures, c'est pas rigolo, j'ai pas envie. Et après, quand j'ai vraiment l'habitude, je peux faire des sorties de 8 ou 9 heures. C'est pas un souci, surtout quand les paysages sont au rendez-vous. Moi, ça me va. Ça fait quoi? Ça fait 150, 200 kilomètres à peu près ou un Bah, peu ça moins? dépend du dénivelé. Les sorties les plus longues que je peux faire à La Réunion, on a pas mal de dénivelé quand même. Elles font 230 kilomètres. Là, je suis dans les Alpes en ce moment. Des fois, on fait la Marmotte. C'est une course cyclo en fait qui existe aussi. Et là, nous, on le fait juste à l'entraînement, le même parcours. Donc, c'est quand même le col du Galibier, le col de la Croix de Fer. Enfin, d'abord la Croix de Fer, ensuite le Galibier et ensuite l'Alpe d'Huez. C'est une sortie qui fait 200 bornes environ avec plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc, ouais, c'est des sorties assez longues, mais moi, j'aime beaucoup ça. Et juste pour les gens qui voudraient acheter un vélo, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Moi, j'ai eu ce problème-là, c'est vrai que j'y connaissais rien. Les plateaux, en fait, il y a un rapport entre le petit. Ce qu'il faut regarder surtout, ce que j'ai compris, c'est surtout en montagne, c'est le petit plateau et le grand pignon. De ce que j'ai compris, pour un Oui, c'est ça. débutant, un 30-30, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a Ouais, des c'est choses à ça. En Est-ce que fait, tu pourrais me donner deux, trois rapports intéressants pour les débutants? déjà, le premier truc quand on achète un vélo, c'est vraiment de le prendre à la bonne taille. Il y a plein de gens qui achètent un vélo trop grand ou trop petit et après, forcément, ils peuvent pas être bien installés dessus parce que le vélo est pas à la bonne taille. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Après, ça, c'est assez facile, hein, dans une boutique de vélo ou même sur Internet de trouver sur le site des marques quelle taille il faut prendre. Et ensuite, comme tu dis, ça va être au niveau des composants, au niveau du groupe, le pédalier et la cassette qu'on va avoir. C'est intéressant de savoir quelle plage ça permet d'atteindre. Donc, soit en montée, donc au plus facile, au plus petit plateau et au plus grand pignon, combien ça fait. En fait, il faut regarder. Par exemple, si à l'avant on a un plateau de 36 ou de 37 et à l'arrière une cassette où il y a une dent de 30 ou 33 ou 28. En fait, il y a des calculateurs, hein, sur Internet, on peut trouver, et on peut avoir la distance que fait parcourir un tour de pédale. Et en fait, il faut comparer cette distance à la vitesse à peu près à laquelle on roule, et on regarde à une cadence, si c'est dans une montée, donc une cadence assez basse, à 65, 70, quelle vitesse ça fait rouler avec ce braquet-là. Et si on se rend compte que, par exemple, le braquet ça fait rouler à, je sais pas moi, 12 km heure, alors que dans les montées, on est capable d'aller à 10, on se dit, oula, ce braquet, il est trop dur. Ça veut dire que si moi, je l'emmène en montée, je vais pas réussir à l'emmener et je vais avoir une cadence encore plus basse pour aller à 10 km heure. Et au bout d'un moment, c'est plus possible de ralentir la cadence, on tombe, quoi. Ouais, c'est Donc ça, ça. c'est ce qu'il faut regarder pour les montées. Et à l'inverse, sur des parcours plats, il faut regarder ça pour la descente, enfin, ou pour la vitesse max, en fait, qu'on peut atteindre. Donc, Ouais. avec le grand plateau, le plus petit pignon. Regardez, à 90 tours minute, est-ce que ça me fait rouler à 40, à 42, à 50, à 52? Et là, on peut choisir, du coup, le braquet idéal. Mais pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent acheter un vélo pour débutants et qui vont faire un petit peu de dénivelé, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais en rapport, après je sais que peut-être c'est difficile, hein, mais entre le petit et le grand, par exemple un 30-30, il faut que derrière au moins il y ait 32 pignons, 34 c'est encore plus facile, c'est ça? Que les gens Ça comprennent dépend. que... Ouais, En fait, on peut pas choisir la cassette si on sait pas quel est le pédalier à l'avant parce que c'est lié.
Et moi, par exemple, je roule en SRAM. Donc, selon si on est chez SRAM ou chez Ouais, Shimano, c'est qui pas sont les pareil. deux leaders, on va dire, des groupes de vélos, en fait, vous n'allez pas avoir exactement les mêmes braquets. Par exemple, chez SRAM, les pédaliers, ça va être 48, le plus petit avec le grand plateau. Sinon, en double, vous allez avoir 50, 37. Donc là, 50, 37, franchement, c'est ce que je conseille. Ça passe vraiment partout. C'est vraiment idéal. Et après, quand vous voulez aller sur des parcours plats et tout, c'est bien d'avoir des pédaliers un peu plus gros. Donc là, vous pouvez prendre 52, 39 ou 54. Il y a même un 56 qui existe, 56, 43. Et ensuite, à l'arrière, SRAM, ça propose des cassettes qui sont assez larges avec un plus petit pignon en 10. Donc 10, ça permet vraiment d'aller vite, peu importe le pédalier que vous avez à l'avant. Et à l'arrière, ça va être des cassettes donc 10, 28 ou 10, 33. 10, 33, ça passe partout. C'est vraiment l'idéal. Moi, je conseille d'avoir, voilà, 10, 33, c'est super. Et 50, 37, ça, Ouais. c'est idéal pour quelqu'un qui se lance et qui pourra passer partout. Tu changes tes cassettes toi-même ou tu les fais Ouais. changer? Moi, je change mes cassettes et mes pédaliers selon les courses, selon où je vais, selon mes vélos. Sur mon vélo de route, vu que je m'entraîne souvent en montagne avec, j'ai un 50-37. Et comme cassette, quand je suis carrément en montagne, je peux mettre une 10-36. Donc là, vraiment, je peux passer partout, 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 même s'il y a des passages à 20%, ça passe. Et à l'inverse, sur mon vélo de chrono, quand je vais sur une course super plate, comme l'Ironman d'Hambourg, par exemple, je mets un monoplateau. Donc là, j'ai pas de petit plateau, j'ai qu'un gros plateau. Et là, j'avais un 54. Et à l'arrière, je passe sur une cassette plus groupée, avec pas besoin d'avoir une 33. Et là, j'ai une 10-28, par exemple. Donc, qui dit cassette plus petite aussi dit moins lourde, parce qu'elle est quand même, du coup, un petit peu plus légère, vu qu'il y a des pignons plus petits. Est-ce que pareil, tu as une marque de vélo à conseiller pour les auditeurs? Après, j'imagine que tu as un vélo que peut-être les auditeurs Ben, ne pourront pas Aïe, acheter, aïe, c'est aïe. sûr, mais après, j'imagine qu'il y a différentes gammes, j'imagine. non, honnêtement, ce que je conseille si c'est des gens qui débutent, ça va être de chercher de l'occasion. L'occasion, franchement, si vous cherchez du matos de vélo, mais de triathlon en général, il faut aller sur Troc Vélo. Troc Vélo, c'est un peu le bon coin du triathlon. C'est un site vraiment super où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Donc, si vous voulez acheter de l'occasion, allez sur Troc Vélo. Et sinon, si vous voulez acheter du neuf, les meilleurs rapports qualité-prix, on va les trouver chez Cube ou à la limite chez Canyon. Moi, je travaille avec Cube comme marque depuis presque 4 ou 5 ans maintenant. C'est les deux marques leaders vraiment du rapport qualité-prix et surtout des stocks. Parce Ok. qu'après le Covid, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénuries dans le monde du vélo. Et c'est les deux seules marques quasiment qui sont restées disponibles. Et vraiment, qualité, oui, et vraiment prix vraiment accessible pour des amateurs. Il y a des vélos à moins de 2000 € qui sont vraiment, vraiment corrects. Donc moi, c'est ce que je conseille. Cube, c'est la marque avec laquelle je travaille. Ou Canyon, qui est une marque qu'on commande directement sur Internet. On reçoit le vélo à la maison. C'est quand même assez simple. Pierre, une question avant de passer sur la course à pied ou c'est bon? Non, c'est bon. Ah, allez, avant de finir sur la nutrition, juste petit conseil pareil sur la course à pied. Est-ce que tu as un top 3 des séances à nous proposer de ce que tu fais? Ouais, moi je pense quand même que la base, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même des séances de VMA. Donc ça, c'est de le faire sur un cycle, par exemple de 4 semaines, peut-être même 6 ou 8 selon le temps que vous avez l'hiver. Admettons, vous commencez en janvier, vous pouvez faire ce cycle jusqu'à fin février. Et au fur et à mesure, on durcifie, ça se durcit, on améliore les séances de semaine en semaine. Par exemple, au début, c'est juste 6 fois 30-30. La semaine d'après, c'est 10 fois 30-30. À la semaine d'après, 2 fois 6 fois 30-30 avec 5 minutes de récup entre chaque, par exemple. Et au fur et à mesure, on monte crescendo comme ça. Ça va être quelque chose qui va quand même permettre d'avoir vraiment une amélioration au niveau de la VO2 max. Donc, ça va se retranscrire dans un peu toutes les disciplines du triathlon et un peu à toutes les plages d'intensité, globalement. Après, sinon, l'idéal, c'est de faire aussi, par exemple, du travail de SV2, par exemple, des allures courses. Donc là, on va être sur des fractions un peu plus longues, mais qu'on va aller un peu moins vite, mais un peu plus longtemps. Donc, par exemple, ça va être des travails de 1000 mètres. Donc là, vous pouvez commencer avec 5 fois 1000, la semaine d'après 7, monter jusqu'à 8 et pourquoi pas 10 si vous y arrivez. Voilà. Après, sinon, selon ce qu'on travaille, bien sûr, hein, ça c'est plutôt pour faire des triathlons sprint, M. Sinon, si vous passez sur de l'Ironman et tout ça, vous pouvez travailler aussi le premier seuil ventilatoire. Donc là, ça va être des séances beaucoup plus longues, mais forcément, on va moins vite, on est à l'allure de course. Et on peut le répéter au début sur peut-être que 5 kilomètres, et puis 10, et puis 15, et on monte crescendo comme ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller chercher cette progressivité et d'augmenter au fur et à mesure des semaines, d'augmenter la difficulté tout en travaillant toujours la même qualité, mais un peu plus longtemps au fur et à mesure. Pour résumer, quand même, plus on ferait des distances qui seraient longues, type Ironman, moins on irait chercher quand même sur des séances VMA, Quand à part même. hors saison peut-être.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. En fait, moi, ce que je pense, c'est que l'idéal, c'est de quand même travailler des intensités hautes et tout ça, mais plus loin des courses, comme tu l'expliques, genre en prépa hivernale. Après, quand on s'approche des courses, il faut faire de la prépa spécifique. Et là, c'est mieux de s'approcher des intensités de courses qu'on va faire. Et j'ai une question parce que moi, je suis sur un cycle en ce moment où je me dis je vais faire du renfort et de l'intensité parce que j'ai fait un ultra trail, donc ma saison est finie. Là, je pars sur une autre saison. Bon, après, moi, je suis vraiment amateur, hein. Et en fait, je me rends compte que faire des intensités alors que j'ai les jambes, mais c'est impossible, quoi. Je suis complètement fracassé des séances de force que je fais. Et je me dis, en plus, associé de l'intensité, je ne sais pas comment faire. Donc, comment tu arrives? Est-ce que tu décales et tu fais d'abord un cycle fort et après, tu vas faire plutôt un cycle rappel avec de l'intensité? Ou est-ce que toi, vu que tu as un volume important, tu arrives à associer les deux? Ben, en fait, c'est vrai qu'il faut quand même choisir dans un cycle des qualités qui vont ensemble. On ne peut pas travailler toutes les qualités ensemble les unes des autres. Il y a des fois où le travail il peut être limite contradictoire et contre-productif. Par exemple, euh, on peut pas travailler dans le même cycle le SV2 et la VMA. Là, c'est presque contre-productif parce que c'est deux allures qui sont proches et c'est presque pas intéressant. Il vaut mieux limite faire 2 séances de VMA dans la semaine que une de SV2 et une de PMA. Ou à l'inverse, il y a des trucs qui se groupent très très bien ensemble, comme par exemple faire un travail de force avec un travail de cadence. Parce que du coup, en fait, ça, c'est deux qualités opposées, mais qui font appel en fait au même schéma au niveau musculaire. Ça va être le recrutement des fibres. Soit on en recrute beaucoup sur un travail lent, une contraction lente, soit on en recrute beaucoup et vite. Du coup, par exemple, ça c'est un travail qui se marie hyper bien en vélo, de travailler la force et la vélocité en même temps. Donc en fait, l'important c'est de choisir des qualités qui vont bien ensemble. Cadence, ça veut dire quoi? Excuse-moi, une séance de cadence, ça correspond à quoi? Ben, en fait, c'est de la vélocité, cadence, ça va être la même chose. Ça va être, par exemple, en vélo, on travaille la force, comme j'expliquais tout à l'heure, et D'accord, hop, ok. sur la récup, au lieu de, après la force, sur la récup, on va carrément chercher à pédaler très vite, à essayer de mouliner, en fait, de pédaler facile, mais très très rapide. Ou alors, moi, je peux aussi des fois ça le mettre en place sur la course à pied. Donc, ça va être, par exemple, sur des footings ou sans chercher à aller vite, mais chercher à courir, par exemple, à 180 pas par minute parce qu'en fait, c'est une cadence qui est proche de celle qu'on va retrouver en course. Sur route, en fait, les études montrent qu'on court souvent aux alentours de 180 ppm. Et bah, en fait, ça, quand on le travaille à l'entraînement, ça travaille aussi le coût énergétique. Ok. Bah, écoute, super. On finit par la nutrition. Pierre, je te laisse poser la question de nutrition. Euh, En matos sur la course à pied, rien de particulier pour toi? Moi, ce que je conseille sur la course à pied, c'est de pas utiliser tout le temps la même paire de chaussures. De pas utiliser des chaussures qui sont trop usées, parce que là, on va commencer à avoir des risques de blessures. Et ben moi, ça va être sur le matos de trouver la paire qui convient le mieux. Il faut trouver une paire un peu polyvalente pour l'entraînement. Moi, perso, je cours en Nike, mais je suis dispo. Enfin, je suis pas sous contrat avec Nike. C'est un choix, quoi, de courir avec ces chaussures-là. Et j'aime bien, par exemple, les Pegasus ou les Invincibles pour les gens qui connaissent comme chaussures d'entraînement parce que la Pegasus, c'est une chaussure qui est vraiment hyper polyvalente, qui est à la fois légère, qui a pas trop d'amorti, qui reste assez dynamique. On peut faire des 30-30 avec, on peut aussi faire des footings. Donc ça, j'aime bien. La chaussure invincible, elle, j'aime bien parce qu'elle a beaucoup d'amorti. Donc j'aime bien quand je commence à être fatiguée, à avoir une chaussure un peu plus souple qui amortit les impacts au sol. Surtout quand on commence à chercher à faire beaucoup de volume, c'est bien de pouvoir varier les chaussures pour parce que des fois on change un tout petit peu notre foulée, même si ça reste la même marque. Euh, voilà. Et après, bah, une paire de chaussures un peu plus rapide pour les séances, pour les courses. Un conseil que je donnerais, c'est d'essayer de pas trop mélanger les marques, parce qu'en fait, chaque marque va avoir une façon différente de fabriquer les chaussures, que ce soit au niveau de la rigidité, au niveau de la forme de la semelle et tout ça. Et en fait, si on a 3 paires et 3 marques différentes, je pense que c'est un peu limite bah, par rapport au risque de blessure, parce que ça fait changer à chaque fois un peu la façon qu'on peut avoir de poser le pied et tout ça. Donc, je conseillerais de choisir une marque avec laquelle on est bien et d'avoir 2 ou 3 modèles dedans. Ouais, super. Et au niveau de ta... oh, ouais, vas-y, Pierre. Non, vas-y, finis sur la course à pied. Après, je poserai Ah, la moi, question. j'ai sur la course à pied. C'était justement pour la course à pied, savoir si c'était le moment où tu t'es alimenté ou est-ce que tu t'alimentes en natation aussi, surtout en vélo, savoir comment t'organisais un petit peu ta nourriture. J'imagine que dans l'eau, je sais même pas si on peut manger, je sais pas. Non, on peut pas. On peut pas. En fait, en compétition de natation en eau libre, oui, là, ils ont des ravitaillements, mais en triathlon, c'est pas possible. Il y a rien du tout. Ok. Enfin, sauf si tu veux boire l'eau du lac, mais sinon, Ah, non. merci. Après, l'idéal, c'est de prendre un gel juste avant le départ, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Je prends un gel avant le départ et ensuite, je commence à m'alimenter du coup quand j'arrive sur le vélo.
Là, moi, je vais avoir des apports énergétiques à la fois solides avec des gels ou des pâtes de fruits et à la fois liquides avec des boissons d'effort, donc qui vont avoir des carbohydrates, qui vont avoir des glucides dans la boisson. Et l'idéal, c'est déjà un conseil général, ça va être de s'habituer à utiliser la nutrition qu'on va utiliser en course dès l'entraînement. On va pas s'entraîner toute l'année avec que de l'eau et le jour de la course prendre des boissons d'effort, ça c'est pas une bonne idée du tout. Il faut pas faire ça. Première erreur, mais erreur énorme parce que ça peut faire des maux de ventre Tu incroyables peux avoir et le des meilleur coach. Si le ça jour de sert la à rien. course, tu fais n'importe quoi, ah ouais, non. Ça sert à rien. Donc vraiment, il faut s'habituer à essayer la stratégie nutritionnelle qu'on va vouloir faire le jour de la course. Il faut le faire à l'entraînement parce qu'il faut voir comment le corps il digère. On digère pas pareil quand on fait un effort que quand on est juste à l'arrêt. Donc il faut s'entraîner à ça parce que c'est vraiment ouais, ça peut être un gros problème le jour de la course. Et après, l'idéal c'est d'essayer d'avoir suffisamment d'apports énergétiques. Donc sur du longue distance, à partir de la distance Alpha Ironman, on dit qu'il faut au minimum 90 grammes de glucides par heure. Donc, si on part sur 5 heures d'effort, 5 fois 9, il faut 450 grammes d'apporter. Donc, dans un gel, il y a entre 20 et 30 grammes. Voilà, en fait, il faut se faire un petit plan à l'avance et de dire, ok, je vais prendre un gel toutes les 25 minutes. Je vais prendre un bidon de 500 millilitres par heure. Dans le bidon, il y a tant de grammes de glucides. Ok. Et après, on peut aussi compter sur les ravitaillements de la course, bien sûr. L'idéal, c'est quand même de mixer un peu, d'avoir des apports à la fois dans les boissons d'effort liquides et à la fois avec des gels ou des pâtes de fruits. Et ensuite, sur la course à pied, c'est un peu plus dur de s'alimenter parce que déjà, on est un peu plus essoufflé qu'en vélo. Et des fois, c'est un peu dur pour le ventre d'accepter d'avoir encore des apports. Des fois, l'estomac, il dit non, stop, c'est bon, là, j'en ai marre, je veux plus manger. Donc, c'est important d'être le plus alimenté possible en vélo. Comme ça, on creuse pas notre dette d'énergie. Et au pire, si ça passe pas en course à pied, ça dure moins longtemps. Mais voilà, en vélo, c'est le plus facile, donc c'est là qu'il faut vraiment s'alimenter un max. Ok. Est-ce que tu peux nous faire une petite recette de boisson à l'effort ou t'achètes tout déjà prêt Ouais, moi j'achète déjà prêt. Moi je travaille avec la marque Précision Hydratation. C'est une marque britannique qui est assez récente et qui propose vraiment pas mal de produits. Ils ont aussi des équipes sur le Tour de France, en World Tour et tout. Donc c'est quand même une marque vraiment reconnue. Et ça propose des boissons d'effort qui ont un goût assez neutre, qui est pas mal, et des gels aussi qui sont vachement faciles à absorber, même pour les gens qui aiment pas trop prendre des gels. Donc ça c'est ce que je conseille. Après ils proposent des gels avec ou sans caféine. Ça peut aussi servir d'avoir un petit boost la caféine dans les gels si besoin, si c'est des courses un peu longues ou qu'on peut un peu s'endormir ou manquer de vigilance, ça peut être pas mal sur des longues distances. Et après, sinon, je sais qu'il y a des gens qui fabriquent aussi tout seuls leur boisson d'effort avec des recettes avec du sirop d'agave, il me semble, parce que c'est un indice glycémique assez faible. Après, sinon, à l'entraînement, il y en a qui prennent juste du sirop, par exemple, mais ça, c'est un peu risqué parce que ça va passer très vite dans le sang. Et il y a un risque, en fait, du coup, de faire un genre de hyperglycémie qui va du coup Oui, entraîner derrière le une crash. rechute. Voilà, donc il faut éviter les produits assez rapides. Il faut prendre plutôt des choses qui vont passer lentement dans le sang pour éviter cette montée et cette redescente. Ok. Super. Peut-être Et un peu de sirop d'agave, un peu de sel de table pour pas perdre trop de ouais, c'est Ouais, bon. minéraux. peut-être. Parce Peut-être, qu'on c'est a déjà. déjà Oui, tout c'est important cramé aussi d'avoir les dans la apports. Oui, combi, exactement. le Le sel vélo, aussi, ouais. le prolongateur, le Ouais, casque. c'est vrai. Je suis ruiné, hein. L'entraîneur, c'est foutu. C'est Donc Terminé. vrai, ouais. c'est vrai. Le Et triathlon, c'est pas le sport le moins cher. En fait, ça peut être un sport pas cher si on veut juste en faire comme ça. Une paire de baskets, ça peut coûter 5 euros à Decathlon si on s'en fout lesquels on achète. Le vélo, on peut en trouver un pas cher du tout. Mais c'est quand on cherche à être vraiment performant, à avoir le meilleur matos, le meilleur coach, le meilleur truc, l'inscription et tout, là, ça devient cher. C'est ouais, bizarre c'est parce vrai. que c'est un sport qui est à la fois pas cher si on le fait au moins cher possible et à la fois hyper cher si on cherche à tout optimiser. Et juste deux dernières questions au niveau de ton quotidien et ton entraînement. Comment tu fais pour t'alimenter? Bah, j'imagine que tu as des quantités, t'as des pertes caloriques qui sont énormes. Comment tu Ouais, fais c'est pour ça. organiser tes repas? Le plus important, en fait, surtout pour les triathlètes pros, ça va être de pas abîmer leur corps, donc faut pas le faire souffrir. Donc c'est-à-dire que si on s'entraîne 4 ou 5 heures dans la journée, il faut pas dire ah non, moi je mange qu'une salade parce que je veux pas grossir. Oui, bah ça c'est la meilleure façon de se blesser. Faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment apporter au corps l'énergie dont il a besoin, parce qu'en fait c'est quand on le prive qu'il s'abîme et qu'il finit par se blesser. Donc il faut pas être en train de compter chaque gramme qu'on mange et tout ça. Au contraire, il vaut mieux presque, je dis pas que c'est l'idéal, mais il faut presque lui en donner trop, faut pas le priver parce qu'au bout d'un moment, quand on s'entraîne 20 heures par semaine, ça va finir par casser. C'est pas bon. Donc Le jeûne ça c'est intermittent, c'est pas pour toi, hein. non, faut pas faire ça.
Non, Et moi, ouais. au contraire, je peux prendre même des collations entre les repas selon les entraînements. Souvent, moi, je fais une collation l'après-midi, un goûter, parce que sinon, bah, ça tient pas, ça fait des hypos, de toute façon. En fait, après, quand on connaît vraiment son corps, on le sent dès qu'il est un peu en dedans. Et moi, si je mange pas entre les repas l'après-midi et que je vais rouler 3 ou 4 heures, bah, je vais être dans le flou, je vais être en hypo et j'avance plus, en fait. Donc, en final, la séance, elle est même improductive. Il faut accepter de donner à son corps l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Et après, deuxième aspect, ça va être de lui donner au niveau musculaire, prendre soin des muscles en donnant un apport de protéines suffisant. Donc là, ça peut se faire au travers des repas. Voilà, avoir des sources de protéines à chaque repas, c'est importante. Ou en prenant par exemple de la whey. Moi, c'est ce que je fais après des grosses séances. Typiquement, une séance de force qui va être très importante, très sollicitante au niveau musculaire. À la fin, je prends un shaker avec de la whey parce que ça me permet de récupérer immédiatement au niveau musculaire et d'aider le corps à reconstruire ce qui a été un peu détruit ou abîmé. Sur tes sources de glucides, puisque c'est le nerf de la guerre sur les sportifs d'endurance, et en tout cas ceux qui accumulent beaucoup de volume comme toi, quelles sont les sources que tu privilégies? Et deuxième question, est-ce que tu réduis le plus possible le gluten dans ton quotidien ou pas forcément? Moi, non, pas du tout. J'ai pas de souci par rapport à ça, donc je fais pas du tout attention au gluten. Et après, les sources de glucides, bah, ça va être vraiment simple, hein, féculents, ça va Classique. être pâtes, riz, purée, voilà, toutes les variantes, mais pain, pâtes, riz. Et après, bah, on met des légumes, on met des protéines en plus, mais c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre pour avoir l'énergie pour les entraînements. Ouais. Mm. Ben, en tout cas, je conseille aux auditeurs d'aller voir aussi ta page Instagram parce que c'est vrai que je le répète, Julie Yemolo, on le mettra en description de la vidéo. Elle poste pas mal aussi. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est le quotidien d'une athlète professionnelle, d'une triathlète professionnelle. Et Ouais, c'est vrai. juste une dernière Dis-moi, question, dis-moi. c'est par rapport aux compléments alimentaires. Est-ce que vu que souvent on parle par exemple du magnésium pour les sportifs d'endurance, est-ce que tu prends Ouais. des compléments? Ouais, carrément. Moi, je prends des compléments alimentaires bah, quasiment toute l'année ou certains par cure, par exemple cure de multivitamines ou cure de vitamine C. Ça se prend pas toute l'année, ça se prend sur des courtes périodes. Sinon, toute l'année, moi, je prends des probiotiques et prébiotiques. Je prends aussi de la curcumine parce que c'est bien, c'est anti-inflammatoire. Ensuite, selon les périodes, je peux aussi prendre voilà du magnésium, du fer, du zinc. Après, il y a aussi des compléments à base de plantes ou d'huiles essentielles qui aident à mieux dormir, selon les personnes qui ont des soucis de sommeil là-dessus, tout ça. Donc, c'est quand même assez bien. Je prends aussi du fenugrec. C'est une plante. Ça aide à lisser la glycémie, en fait, à éviter justement les pics. Et ça aide le corps à gérer plus régulièrement, enfin, d'être plus stable au niveau de la glycémie. Ça, c'est des choses que j'ai rajoutées ces dernières années. C'est pas mal aussi. Super. Ben, un dernier mot de la fin, je pense que c'était très complet. Merci, on va te laisser t'entraîner. Donc, tes réseaux sociaux, tu peux nous rappeler Ouais. sur Instagram et sur YouTube, je crois. Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. En fait, je suis donc sur Instagram, sur YouTube, bon, sur Facebook aussi pour ceux qui veulent. Et bon, je suis aussi sur Threads, mais ça, c'est un peu moins intéressant, on va dire. Sur Insta et sur YouTube, je propose souvent des vidéos, par exemple une semaine avec moi où je raconte toutes mes journées d'entraînement. Donc, je vous emmène en vidéo avec moi sur toute une semaine. Et aussi, je fais ça sur les compétitions. Je vous emmène les jours d'avant, 2, 3 jours avant la course, quand je pars là-bas, quels sont mes derniers entraînements sur place et tout ça. Et bah, du coup, mes réseaux sociaux, c'est simple, c'est Julie Yemolo, ça s'écrit IE2MOLO. On le mettra en lien. Et je tenais juste à mentionner aussi la chaîne du Il y a la triathlon. chaîne. Ouais, Eh la oui. chaîne du triathlon qui est pas mal de petits tutos aussi, surtout sur YouTube, hein, qui est très intéressante, surtout pour les débutants. Donc, allez checker, on mettra aussi la description. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julie, pour la suite? Et ben le meilleur hein, pour une bonne prépa là cet été en montagne. Et ensuite, j'ai 3 championnats du monde qui m'attendent, donc bah pourquoi pas un top 10 au moins sur un des trois. Ouais, allez, ben, écoute, on espère Magnifique. on fêtera ça la prochaine fois dans 1000%. L'année prochaine, on fêtera ça avec un petit Avec podium plaisir. peut-être, hein. Allez, super, le rendez-vous est pris. Alors, ben, merci beaucoup. En tout cas, on te laisse aller Merci pour t'entraîner. toutes les Merci infos, beaucoup. hein. Bon repas, c'était Il y a vraiment pas de quoi. super. Si vous Dites-nous avez si des vous avez des... questions, j'y Voilà. répondrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je répondrai avec plaisir en commentaire s'il y a des Ce questions. ce que tu Et peux faire, si vous c'est... avez, ouais, Ouais, ce dis-moi. que, ce que tu peux faire, c'est venir avec ta page YouTube et tu mets un petit commentaire. Comme ça, les gens directement, ils pourront te retrouver et Ouais, échanger avec carrément, toi dans la discussion. carrément. Eh bien, super. Ben, écoute, merci encore, Julie. Merci, Pierrot. Merci beaucoup Et à très vite. Merci à tous les deux. Ciao, à ciao. la prochaine. Ciao. Salut!